Il est 12h11, je reçois Thomas Guénolé. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Politologue, on s'est connus sur d'autres radios. Thomas, oui, je me sens rajeunir de 7 ans d'un coup. Oui, sur RMC. Bien, le titre de votre livre, La fin des haricots. Mais la fin des haricots avec un point d'interrogation. Le réveil écologique, c'est maintenant, c'est chez Plomb. Thomas Guénolé. Comment vivre avec les grands changements climatiques qui frappent, je le rappelle, la Terre entière? Parce que c'est une globalisation, le réchauffement climatique. Et ça n'atteint pas que la France. On a l'impression d'ailleurs que ça ne touche que la France. Non, ça touche le monde entier. Vous dites le réveil écologique, c'est maintenant, et vous faites des propositions pour nous réveiller. Oui, absolument. En fait, vous voulez nous réveiller? Oui, parce que, vous savez, avec la naissance de ma fille, ça arrive à beaucoup de poches de parents. Une fois que je suis devenu père, moi, ça m'a rendu beaucoup plus écologiste. Oui. Et donc, je me suis massivement documenté. Je suis allé voir des experts. J'ai appris beaucoup de choses au fil du temps. Et ça a donné ce livre d'écologie des solutions. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à la saturation, parmi les gens qui nous écoutent même. Ils en ont... Un certain nombre en ont marre de ce côté, et moi aussi j'en ai marre, de tous ces intervenants complètement... Des donneurs de leçons ? Non. Avant même ça, les intervenants complètement affolés qui crient qu'on va tous mourir, qui répètent « il y a le feu », et qui font pas la queue d'une proposition de solution. Et donc, on a la trouille, et on ne sait pas quoi faire. Alors certains crient il y a le feu pour exister, et d'autres crient il y a le feu pour alerter. Oui, et c'est aussi mais alerter c'est bien, mais à un moment, si vous voulez, une fois qu'on a compris qu'il y a le feu, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les gens qui disent qu'on va tous mourir, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des solutions. Et donc, 12 bouquins, c'est-à-dire que le livre entier est consacré à l'écologie des solutions. Alors, l'écologie. Par thème. Bon, alors, l'écologie des solutions, on va regarder. D'abord, globalement, il faut une transformation, c'est ce que vous dites, radicale de nos infrastructures économiques, industrielles et agricoles. Oui, absolument. Ça, donc, par exemple, il y a un chapitre entier sur les transports. Oui. Et donc, d'abord, il faut passer au tout électrique, en fait. C'est-à-dire que voiture électrique, bus électrique, etc. Électrique, il faut des batteries, il faut du lithium, il faut... oui, mais le lithium n'est pas... Alors, le lithium, c'est pas un problème, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, donc je voudrais clarifier ça. Tous les experts vous le diront, le lithium, on ne manque pas de lithium. C'est pas un problème de rareté de la matière. C'est un problème de manque de production. Donc il faut juste en produire davantage, mais du lithium, on en a partout. Et il y en a en France. Et il y en a même en France. Et donc ça va. Par ailleurs, on a aussi la question de l'électricité. Il y a un certain nombre de pays, en réalité, si vous raisonnez sur notre consommation d'énergie à l'échelle de la planète entière, vous avez en gros... Un tiers, c'est du pétrole, un tiers, c'est du charbon, un peu moins, ça va être du gaz, et seulement tout le reste, ça va être du renouvelable ou du nucléaire, c'est-à-dire des énergies décarbonées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à la grosse louche environ 70-75% de notre consommation d'énergie qui ne va pas parce que c'est du pétrole, parce que c'est du charbon, parce que c'est du gaz, et tout ça, c'est de l'effet de serre. Et donc, il faut une transformation, mais vraiment profonde, c'est en matière de transport, on en parlait à l'instant, en matière d'énergie, j'entends des gens qui disent il faut aller à fond dans l'éolien et le solaire. Et d'autres qui disent pas du tout, il faut plus de nucléaire. Ah non, il faut pas de nucléaire, il faut que de l'éolien et du solaire. Je suis désolé de faire du en même temps, mais après tout, il y en a un qui a fini à l'Élysée en faisant du en même temps. Mais je suis obligé de le dire, il faut les deux, enfin les trois. Éolien, plus d'éolien, plus de solaire et en même temps plus de nucléaire. Bien, alors vous dites, il faut un gouvernement écologique mondial. Oui, plus précisément, ce que je propose, c'est de créer, comme il existe une organisation mondiale du commerce, eh bien je souhaiterais que le président de la République, Emmanuel Macron, mette sur les rails la création d'une organisation mondiale de l'écologie, qui aurait donc des pouvoirs de réglementation, d'inspection et de sanction vis-à-vis des différents pays du monde. Parce qu'après tout, je vois mal pourquoi on aurait une agence internationale de l'énergie atomique. Et notre souveraineté. Mais on a une agence internationale de l'énergie atomique pour vérifier les programmes nucléaires de toute la planète. C'est vrai. Et on n'en aurait pas pour l'écologie, alors que c'est en train d'avoir d'avoir des conséquences qui sont de l'envergure d'une catastrophe aussi. Ça n'a pas de sens. Bien, alors vous faites des quantités de propositions, donc sauver les mers et les océans. Alors je reprends des propositions d'experts. Moi, je suis très... je le dis d'ailleurs dans le bouquin. C'est une compilation, c'est vraiment une compilation de beaucoup d'études, de beaucoup de... C'est très intéressant justement, parce qu'on apprend... parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors,
Alors, par exemple, vous proposez de payer les pêcheurs pour nettoyer les mers. Absolument. En fait, c'est une idée que j'ai eue en discutant avec Daniel Poli, qui a eu la gentillesse de m'accorder un entretien. Il a eu l'équivalent du prix Nobel, mais pour l'écologie, et c'est l'un des plus grands océanographes au monde. Donc je me sentais rétrécir dans ma chaise, si vous voulez, pendant mon entretien avec lui. Et lui me dit, en fait, la pêche, partout dans le monde, la pêche ne tient que parce qu'elle est subventionnée. Vous enlevez les subventions, la pêche n'est plus rentable. Et la pêche au chalutage, ça pourrit tout. Quand vous regardez les fonds marins près des côtes en France, il y a des endroits, vous avez l'impression que c'est la Lune. Tellement il n'y a plus rien. Parce que ça racle à fond. Et donc, lui me disait, il faut absolument arrêter le chalutage, au moins le temps que les stocks de poissons se reconstituent. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fera faire aux pêcheurs pendant ce temps? Il faut bien qu'ils vivent. Bien sûr. Et il se trouve qu'on a un énorme problème de déchets plastiques accumulés dans les océans. Et donc, suggestion, ça c'est une idée que j'ai eue en discutant avec Daniel Poli. D'ailleurs, la conversation est racontée dans le bouquin. Et lui, il me dit, oui, effectivement, c'est une bonne idée, faisons ça. C'est que l'argent qu'on utilise pour subventionner de la pêche au chalut, qui est dégueulasse écologiquement, on devrait plutôt se servir du même argent pour leur payer un salaire de nettoyeurs des mers et de gardiens des mers. Alors, à propos des mers et des océans... Attendez, excusez-moi, pendant ce temps, du coup, le stock de poissons se reconstitue. Oui. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup moins d'entassement de plastique parce que les décharges de plastique en plein océan, ça fait la taille du Texas. Oui, ça je sais. Alors là, il y a du plastique biodégradable. On pourrait utiliser partout sur la planète du plastique biodégradable. Des plastiques fabriqués à partir de végétaux, effectivement. Exactement. On pourrait. Et là, ça ne poserait plus de problème. Oui, bien, en ce qui concerne les mers et les océans, donc une pêche plus écologique, évidemment, on en a beaucoup parlé, une reforestation de la mer. Et à propos par les algues. Mais aussi une reforestation de la terre. De la terre, j'allais en parler. Vous proposez aussi une reforestation de la terre, mais ça aussi, c'est engagé dans certaines régions, dans certains pays. Alors, je voudrais préciser un truc. En France, par exemple, il y a des opérations de reforestation. Oui, mais non. C'est-à-dire que, et là je vous dis ça, moi je viens du Mercantour et vous venez des Cévennes. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Et en fait, la reforestation en France, en réalité, n'est pas de la reforestation, c'est du boisement. Ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, quand en France, on a voulu produire du bois massivement après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas pour des raisons écologiques, c'était pour faire une filière bois, pour produire du bois. Et donc, on a fait de la monoculture à fond. Et quand vous faites Quand vous faites de la... Exactement, voilà. Des pins. Par chez moi, pareil. Et donc, la monoculture, le problème que ça pose, c'est que ça n'est pas de la forêt. Vous pouvez regarder, quand il y a de la monoculture, vous regardez le paysage, vous avez l'impression... tout ce qui est en dessous. Exactement. Il n'y a pas de sous-bois. Non, il n'y a pas de sous-bois. C'est Pierre Gilbert, qui est un expert de ce sujet, jeune et très brillant, qui m'a expliqué ça, où il me disait, voilà, il n'y a plus rien au sol. Non. Ça ne développe rien et c'est mort en fait. Et vous avez juste l'impression d'avoir une forêt de pylônes, tellement c'est uniformisé. En fait, la forêt, c'est comme l'humanité. Pour que ça marche bien, il faut un maximum de diversité. Et donc, en l'occurrence, si vous mettez une forte diversité des arbres, vous allez vous retrouver avec de la forêt, de la vraie. Et donc, 80% des arbres qu'on a plantés en France depuis la Seconde Guerre mondiale, on prétend faire de la reforestation, mais ce qu'on a fait, c'est du boisement. Bien, Thomas Guénolé, n'allons pas tout développer, mais vous parlez évidemment des villes vertes. Ça, c'est indispensable. Vert, c'est indispensable. Vous parlez de ce qu'on mange aussi. Vous dites qu'il faut manger moins de viande, moins de... Ça, je suis pas quand même toujours d'accord, mais enfin bon, moins de viande, moins de fromage. Il y a un problème avec la viande, le poisson et les laitages. À la fois pour des questions de bilan carbone et aussi de souffrance animale. Alors, nous avons en commun d'être des amoureux de la viande. On va pas se mentir. Oui, je le sais. Mais et donc je dis ça qu'il faut réduire. Je le dis pas en donneur de leçons qui veut vraiment faire chier les gens, pardon de le dire comme ça. J'explique d'ailleurs. Vous n'êtes pas végane. Je suis flexitarien, c'est-à-dire que je mange de la viande ou du poisson ou des laitages une fois par semaine. Mais je vous plains. C'est dur. Et donc moi qui suis un grand gourmand, si moi j'y arrive. Honnêtement, n'importe quel viandard peut y arriver aussi. Et je dis ça vraiment, j'explique dans le bouquin que j'ai essayé de devenir végan. La frustration, j'ai essayé de devenir végan, mais justement, raison pour laquelle vous avez ce que les habitués des régimes appellent le cheat meal, c'est-à-dire le repas tricheur. C'est, vous faites un repas par semaine où vous mangez tout ce que vous vous interdisez d'habitude. Et là, ça va. Là, vous tenez. Comme les gens qui arrêtent de fumer mais qui font qu'une clope par semaine. Alors, il y a un passage dans votre livre qui va faire du bruit. Vous dites il faut que dans les pays riches, les familles aient moins d'enfants. Oui. Il faut que les femmes
et les hommes, les couples, fassent moins d'enfants dans les pays riches. Absolument. Mais déjà, on en fait beaucoup moins. Oui, mais, la natalité a baissé dans les pays riches, c'est vrai, oui, mais elle ne baisse pas encore assez. Ah bon? Oui. Ah ben non, mais c'est terrible ce que vous dites là. Pas du tout. C'est juste que, on a un problème de surconsommation des ressources et d'empreinte carbone excessive de la population des pays riches. Oui. Alors, en particulier les Américains, qui sont les pires au monde, mais il y a aussi la plupart des pays d'Europe, y compris la France. Et donc, une des mesures les plus efficaces pour améliorer la situation écologique, c'est tout simplement de faire moins d'enfants, voire de ne pas en faire du tout. Et donc... Oui, non mais dites-moi, et le renouvellement Et alors, en quoi c'est... Et la réforme des retraites. Ah, la réforme... Comment vous financez tout ça? Alors là, Thomas Guénolé, vous êtes politologue. Je veux bien qu'on parle de la réforme des retraites, mais c'est un débat en soi. D'accord. On en reparlera si vous voulez. Mais en tout cas, sur la question de la dénatalité, d'abord, il faut qu'on apprenne à considérer que faire des moins d'enfants, c'est une bonne chose. Il faut qu'on sorte de cet idéal populationniste qu'on a hérité de la grande peste médiévale, quand il fallait repeupler l'Europe. Hein, ça date de là. Oui. Par ailleurs, je voudrais dire aux jeunes femmes qui nous écoutent, il y en a beaucoup parmi elles qui, en fait, ne veulent pas faire d'enfants. Oui, c'est une tendance. Et elles subissent des pressions autour d'elles, de leur environnement familial, de la société, etc. Et je voulais leur dire... Tenez bon, parce qu'en fait, du point de vue de l'écologie, c'est vous qui avez raison et vous n'avez pas à avoir honte. Mais le de plaisir ne pas de fonder une d'enfants. famille, d'avoir des enfants. Enfin, il y a pas longtemps, vous avez eu un enfant. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis 0 enfant écologiquement dans les pays riches. 0 enfant, c'est très bien. 1 enfant, c'est bien. 2, on est déjà limite. Et 3, surtout pas. Non, mais c'est terrible. Regardez la politique de l'enfant unique en Chine. Non. Ça fonctionne pas terrible. Non. La politique, j'en parle dans le bouquin. Oui, c'est un gros problème qu'on a, c'est que comme la Chine est une dictature et un régime totalitaire, quand elle gère sa propre population, elle la gère de façon dictatoriale et totalitaire. Et donc quand elle attendez, vous allez voir. Et quand elle fait une politique d'enfant unique, elle le fait de manière dictatoriale et totalitaire. Mais on peut très bien le faire de manière démocratique, ça. Par exemple, nous avons déjà, vous le mentionniez, nous avons dans la jeunesse française actuelle, chez les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants, il y a déjà un mouvement populaire, j'allais dire collectif, de jeunes femmes qui veulent ne pas avoir d'enfants du tout. Eh bien moi, je dis pas qu'il faut, qu'il faut mettre des contraintes en place, je dis juste que augmenter les allocations familiales quand vous avez plus d'enfants, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, elles doivent être dégressives avec le nombre d'enfants. C'est-à-dire? Il faut encourager les gens à en avoir... Un enfant, de fortes allocations familiales. Voilà, 2, ça baisse. 2, ça baisse, et 3, ça baisse. Et 2 et 3, vous n'en avez plus. Et 3, il n'y en a plus. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, je le répète, en théorie, à l'échelle planétaire, si on a une baisse massive de la population humaine à l'échelle d'une génération dans les pays riches, on n'a plus de problème d'écologie. Oui, enfin... Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Vous êtes très sérieux quand vous dites ça? Plus de problème d'écologie. Si à l'échelle d'une génération ou 2 maximum, on fait baisser massivement la population des pays riches grâce à la dénatalité, il n'y a plus de problème d'écologie. Mais dites-moi, comment fera-t-on? Mais dites-moi, on aura d'autres problèmes, vous savez très bien. Donc immigration massive, forcément. Forcément. Moi, vous savez, de toute façon, on a déjà eu, vous vous souvenez, il y a quelques années, vous connaissez ma position sur les migrants, sur les réfugiés, sur l'immigration. Et donc, en ce qui me concerne, les frontières, ce sont des lignes imaginaires, vous le savez. Et en ce qui me concerne, je suis citoyen du monde. Je ne me sens pas que français, si vous voulez. Je suis né français parce qu'il y a un État qui a mis un tampon sur un papier et qui a dit que j'étais français. C'est tout. Mais si j'étais né de l'autre côté de la ligne imaginaire, j'aurais un autre tampon sur un autre papier par un autre État. Moi, en particulier pour raison de l'écologie, en fait, je vais vous le dire différemment. J'ai une passion pour la conquête de l'espace. Ça me passionne. Et tous ceux qui ont eu cette chance extraordinaire de s'envoler pour aller dans l'espace et qui ont vu la Terre ont eu ce qu'on appelle en psychologie l'effet de vue d'ensemble. C'est que quand ils sont redescendus, ils avaient conscience de faire partie de l'humanité tout entière et que la Terre c'était un tout. Et ils ne se sentaient plus de tel ou tel village ou de telle ou telle nation. Moi, je me sens déjà comme ça. Je suis cosmopolite. Je sais que c'est pas tendance de dire ça, mais il se trouve que c'est comme ça que je le ressens. Tendance ou pas, on s'en fout, c'est pas le problème. Moi, je suis cosmopolite et je suis citoyen du monde. Bien. Eh bien, lisez le livre de Thomas Guénolé qui bouscule, effectivement, qui bouscule beaucoup, parce que vous faites des propositions et en même temps, vous dites attention, tous ces écologistes, parce que vous n'hésitez pas à les épingler, les écologistes
Une catégorie. Une catégorie que je n'aime pas. Ouais, c'est ceux qui proposent le modèle Amish. Ça, c'est pas mon truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas. Si vous voulez, la décroissance, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise décroissance. La bonne décroissance, c'est arrêter les activités massivement polluantes. Vous n'êtes pas Sandrine Rousseau. Je pense que c'est. Oui, effectivement, ça vous aura pas échappé. Mais en tout cas, les activités polluantes et qui rejettent du CO2, oui, ça, il faut de la décroissance. Mais il y a plein d'activités où on peut faire beaucoup. Oui, les arts, les sciences, les sports, tout ça, je suis pour une croissance à fond. Les arts, les sports, la culture. Tout ça, la science, la quête de connaissances par amour de la connaissance, bien sûr, tout ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'aimerais qu'on soit dans une société où on est beaucoup plus en réalité de croissance de ces activités-là qui nous passionnent tous en tant qu'êtres humains. Merci Thomas Guénolé. La fin des haricots, point d'interrogation chez Plomb. Le réveil écologique, c'est maintenant. Merci de nous avoir accompagnés.